Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre et je comprends pourquoi vous êtes venus. On a la chance aujourd'hui d'avoir ici avec nous Christiane Gay, qui est professeure à l'Université du Québec en Ottawa, à l'UQO, au département de travail social et qui a une grande expérience elle-même en travail social et qui est professeure et qui fait de la recherche avec les familles autochtones. Et elle va nous parler aujourd'hui de sa recherche, des méthodes de recherche. Et ça, cette conférence-là, on la tient ici, c'est dans le cadre de la série du cycle de conférences de la section de droit civil, mais aussi ça fait partie de la série de mini-conférences du laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l'enfant. Cette année, spécifiquement, cette série porte sur la recherche en matière de droits de l'enfant, les différentes méthodologies de la recherche. Et donc, on va commencer tout de suite. Et puis, c'est à vous. C'est à moi? Merci. Merci, Mona. Alors, bonjour, merci d'être venu en si grand nombre ce midi. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous. Et je voudrais peut-être prendre 2 secondes pour remercier les membres de l'équipe de m'avoir invité à venir vous parler ce midi de l'approche biographique, mais de la manière dont moi je l'ai pensé, adaptée en contexte autochtone. Et puis, je vous le dis, je suis très nulle avec les PowerPoint. Plus souvent qu'autrement, j'hésite, ou en tout cas, j'oublie qu'il faut que je les tourne. Alors, vous me ferez des signes si ça arrive. Aujourd'hui, en fait, ma présentation va viser principalement à réfléchir avec vous à la place et au rôle qu'on accorde au savoir autochtone en tant que chercheur non autochtone dans le développement de la connaissance. Et puis, je vais réfléchir à cette question-là à partir de 2 angles différents. D'abord, à partir du contexte disciplinaire dans lequel j'évolue. Je suis vraiment une travailleuse sociale. Hein. Mona l'a dit tantôt, avant d'être professeure, j'ai été d'abord et avant tout travailleuse sociale. Donc, je parle et j'écris souvent en fonction du travail social. Et c'est peut-être, bon, j'étais un petit peu piquée par le droit, là, avec Sébastien, mais je reste quand même profondément travailleuse sociale. Alors, je vais le faire vraiment en fonction de cette perspective-là, mais aussi, bien sûr, à partir de mon expérience de recherche avec les Inuits de Uashat-Makmaliut-Enam, qui est une petite communauté qui est en grande partie enclavée dans la ville de cette île. Uashat est vraiment là, au milieu de la ville, et puis Maliut-Enam est une autre petite communauté qui est à peu près 20 km au nord de cette île, et qui, même si sont 2 communautés distinctes, j'ai des amis nous ici, là, donc je fais attention à ne pas dire de bêtises sur la communauté, mais bon, ils sont 2 communautés distinctes, mais ils sont quand même chapeautés par le même conseil de bande. Vous allez voir que, à travers ma présentation, que la place que personnellement j'accorde au savoir autochtone découle d'un ensemble de choix que j'ai été amenée à faire au cours des dernières années. Donc, bien sûr, des choix sur le plan méthodologique, et je vais vous parler de l'approche biographique, entre autres, mais aussi, cette approche-là, pour moi, elle n'est pas juste enclavée dans une méthode, là, elle est tissée serrée avec les choix théoriques que j'ai été amenée à faire et, bien sûr, les choix épistémologiques. Mais je vais prendre quelques minutes quand même pour vous présenter très, très brièvement le contexte dans lequel se situent mes recherches, puis un peu très brièvement les objectifs que je poursuis. Alors, j'ai, depuis quelques années, développé un partenariat de recherche en collaboration avec 2 de mes collègues, une, c'est Kera Belagian, je suis en train de la débaptiser elle aussi, et, excusez-moi, alors Kera, qui est une prof en travail social à l'UQO, et aussi avec Sébastien Grandmont, que je pense, je suis pas sûre que grand monde ne connaît pas Monsieur Grandmont ici. Alors, je travaille en étroite collaboration dans tout ce qui est juridique. Je pelte ça de l'autre côté. Je garde le social pour moi. Alors, j'ai développé ce partenariat-là avec les responsables du Centre de santé et de services sociaux de Uashat, qui souhaitaient, il y a quelques années, mettre de l'avant un régime particulier de protection de la jeunesse et, ultimement, arriver à pouvoir négocier une entente de gouvernance avec les différents paliers gouvernementaux. Il faut savoir que pour les Inuits, mais aussi pour bon nombre de communautés autochtones, la question de la protection de la jeunesse puis de la gouvernance des services de protection de la jeunesse est un enjeu assez de taille. C'est quand même au cœur de leurs préoccupations. Et
juste brièvement, peut-être vous dire si vous ne l'avez pas lu, mais je suis sûre que tout le monde ici a lu ça. Le rapport qui a sorti de la commission Vérité et Réconciliation, qui a dit, parmi l'ensemble, hein, c'est quand même un gros rapport, mais parmi l'ensemble des recommandations, a fait ressortir que l'application indifférenciée des régimes de protection aux peuples autochtones contribue encore aujourd'hui à perpétuer l'assimilation et l'oppression des populations, notamment des enfants, entre autres parce que malgré les prises de conscience, malgré tout ce qui peut avoir coulé d'encre sur la question des pensionnats, il reste qu'aujourd'hui, les enfants autochtones sont encore surreprésentés au sein des régimes de protection et malheureusement sont encore beaucoup trop nombreux à être sortis de la communauté pour être placés de manière permanente, soit dans des familles d'accueil ou même en adoption dans des familles non autochtones, donc en dehors de leur communauté. Et ça, c'est quelque chose qui hérite beaucoup les communautés et qui est au cœur au cœur de nos projets de recherche, finalement. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on a mis de l'avant différents projets de recherche qui vont... on a un peu décidé de faire nos projets en deux phases. La première, c'était d'abord et avant tout de valoriser des pratiques culturelles inoues. Et on a choisi, entre autres, de documenter les pratiques éducatives, les pratiques d'adoption coutumière et un troisième projet qui porte sur les pratiques de guérison sur le territoire. Et il faut savoir qu'il y avait un autre projet avant ça, qui était ma thèse de doctorat, qui a été aussi réalisé avec eux et qui portait sur la reconnaissance du savoir autochtone, mais en fait, ça rejoint vraiment ces projets-là. Ça valorisait les pratiques des travailleurs sociaux Inuits qui travaillaient au sein de la communauté. Alors, donc, les résultats de ces quatre projets de recherche-là vont faire partie de la deuxième phase qu'on devrait, si on a les subventions, ou la subvention plutôt, amorcer au cours des prochains mois, mais vont permettre, cette deuxième phase de projet-là, de pouvoir tirer le jus de l'ensemble des 3-4 projets de recherche, puis de voir comment les résultats de ces recherches-là peuvent être utilisés pour documenter et alimenter la planification d'un régime de protection de la jeunesse qui aura les couleurs, donc les valeurs, les normes, les croyances de la communauté Innu. Alors, pourquoi est-ce qu'on a souhaité, ça je pense que c'est un petit peu important, ça nous amène à nos questions théoriques, mais pourquoi est-ce qu'on a souhaité, dès le départ, valoriser des pratiques culturelles Innu? On aurait pu décider déjà d'emblée d'embarquer sur la gouvernance, mais on s'est dit qu'il y avait deux raisons principales. C'est que les non-autochtones, puis encore aujourd'hui, surtout au Québec, c'est vraiment... Je pense qu'on a quelques années en arrière sur d'autres provinces, mais surtout au Québec, les non-autochtones et surtout ceux avec lesquels les Inuits vont devoir négocier cette gouvernance-là ont une méconnaissance des conceptions singulières de la famille et des pratiques éducatives qui découlent, notamment les pratiques d'adoption coutumière qu'on trouve et qu'on considère souvent comme de l'errance. Et ils ont aussi non seulement une méconnaissance, mais une méfiance à l'égard des modes d'éducation et d'intervention qui sortent de leur registre habituel. Alors, dès que c'est pas trop connu, on ne fait pas trop confiance. Alors, on s'est dit, pourquoi pas faire des projets qui permettraient de valoriser ces pratiques-là, pas tant pour les Autochtones eux-mêmes, parce que franchement, eux, ils ont une bonne idée de ce qu'ils font dans leur vie, mais surtout pour convaincre les non-Autochtones puis les décideurs d'adapter la loi de la protection de la jeunesse, puis moi, je pense même aller au-delà d'une adaptation, de pouvoir construire un programme, un système qui est vraiment à l'image puis aux couleurs des Inuits. J'allais l'oublier. Alors, et là, je vous dis, je vous disais tantôt, je parlais du travail social. Valoriser les pratiques culturelles suppose qu'on parte du principe qu'on reconnaisse que ces pratiques-là culturelles, elles existent toujours. Et donc, ça veut dire qu'on part du principe qu'elles n'ont pas été radicalement éteintes ou en voie de l'être par les années d'oppression dont ont été victimes les communautés autochtones. Et je dis ça parce qu'en travail social, d'affirmer une telle position, déjà dans ma thèse de doctorat, ça relevait presque du défi ou même d'un parti pris. Parce qu'il faut savoir qu'en travail social, la plupart des chercheurs, de mes collègues même, ils ont un peu de misère des fois avec ma façon de voir le monde, mais bon, on s'appuie généralement sur des perspectives critiques, des perspectives théoriques critiques. Soit on va adopter, par exemple, les perspectives anti-oppressives, antiracistes, ou dans les questions autochtones, souvent on va référer aux perspectives post-colonialistes. Et on se sert de ces outils théoriques-là pour appréhender puis porter un regard sur les phénomènes sociaux. Puis c'est encore plus vrai quand vient le temps de porter un regard sur les réalités autochtones.
Sauf qu'en adoptant de tels cadres théoriques-là, bien, on s'intéresse davantage aux effets des rapports de pouvoir des politiques oppressives sur les individus et les familles, par exemple, et ou à la manière dont la culture dominante, hein, l'État québécois, par exemple, marginalise, opprime ou exclut les cultures minoritaires. Alors, c'est sûr que je ne remets pas en question le bien fondé de tel cadre d'analyse-là. J'ai été même tatouée à l'approche structurelle pendant toute ma pratique professionnelle, mais c'est vraiment tatoué pour vrai. Je l'enseigne encore aujourd'hui à mes étudiants, c'est très pertinent. Sauf que, puis je ne remets pas non plus en question le fait que les sociétés autochtones ont été opprimées et puis continuent d'être opprimées. Ça aussi, ça fait partie, c'est une réalité, il ne faut pas nécessairement la nier. Mais je pense que ces théories-là, en incitant davantage sur ce que j'ai dit auparavant, elles ont eu aussi comme conséquence d'occulter la capacité des intervenants sociaux ou même des familles à résister, à innover ou même simplement à affirmer des pratiques culturelles qui sont compatibles avec leur mode de vie, leurs croyances et leurs traditions. Et juste par exemple, des analyses comme je viens de présenter ont laissé croire aux décideurs que la pratique des travailleurs sociaux autochtones était tellement acculturée qu'il devenait pratiquement inutile d'adapter la loi de la protection de la jeunesse. Si on part du principe que les gens ont été opprimés puis que tout ce qu'ils font, c'est acculturé, bien, pourquoi est-ce qu'on devrait se préoccuper d'adapter la loi de la protection de la jeunesse? Donc, dès le départ, dès mes études de doctorat, j'ai été amenée à me demander, comment je vais étudier les pratiques que j'étudie si ça peut avoir de tels effets pervers. Je m'en viens bonne. Alors, dans le champ des sciences sociales, un petit peu en travail social, on voit depuis quelques années émerger une volonté de dépasser ce type d'analyse-là avec l'émergence de théories alternatives qui se situent davantage dans un paradigme constructiviste. Et moi, j'ai fait le choix, c'est un grand bassin de théories là-dedans, mais moi, je me suis arrêtée à deux plus particulières. C'est notamment le constructivisme social de Berger-Lockman et la théorie de l'action historique de Thibault Martin. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment le temps de faire le tour de ce grand cadre théorique-là, mais je pense que peut-être juste de vous dire ce qui m'a attiré par le constructivisme social de Berger-Lockman, c'est qu'ils sont principalement fondés sur la phénoménologie de chute, si jamais les gens s'intéressent. Et pour eux, pour lui, c'est-à-dire, il considère qu'à la base de la connaissance savante du monde, donc à la base des connaissances scientifiques, il y aurait d'abord et avant tout la connaissance commune, donc la connaissance des savoirs d'expérience, par exemple, puis je vais y revenir plus tard. Et ce que je trouve intéressant de l'action historique de Martin, c'est qu'elle soutient, entre autres, que si les sociétés autochtones se transforment rapidement et qu'en se transformant, ils adoptent beaucoup des éléments de notre modernité, notamment nos valeurs, nos modes de vie, nos modes de fonctionnement. Si vous allez à la chasse avec des Inuits, ils ont tous un skidoo dans leur maison, ils ont tous des frigos, ils ont tout le téléphone, Internet, les jeunes jouent comme nous. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'ensemble de ça détermine leur mode de vie. Il y a encore beaucoup de choses qui continuent d'exister, des valeurs, des croyances qui sont au fondement de leur réalité. Et donc, en faisant le choix d'adopter ces deux cadres théoriques-là, bien, je fais moi le choix, puis c'est ça qu'il faut surtout retenir mon propos aujourd'hui, c'est que je fais le choix non pas de porter mon regard sur les effets des structures dominantes et des relations de pouvoir sur la vie des familles Inuits. Elles existent, c'est vrai, mais je ne porte pas mon regard nécessairement que là-dessus. Je porte plutôt mon attention sur la réalité complexe telle qu'elle est vécue et construite au quotidien par eux. Ça fait que vous me suivez jusque-là? Des fois, moi-même, je me perds, fait que c'est sûr qu'on me suit. Donc, maintenant, on rentre dans le cœur du sujet de l'approche. Comment aller au cœur de cette réalité complexe-là pour rendre compte de pratiques culturelles qui, de toute évidence, certains ou plusieurs de ces éléments-là allaient m'échapper parce que je suis... Excusez, je viens de taper sur le petit machin. Ça va? Donc, d'aller à la rencontre de ces pratiques-là dont les éléments probablement allaient beaucoup m'échapper, hein, même si... Je travaille depuis plusieurs années avec les Inuits. Je ne prétends pas comprendre puis appréhender l'ensemble de la culture Innu. Donc, moi, j'ai fait le choix d'adapter ou d'adopter l'approche biographique. Il y aurait probablement d'autres approches méthodologiques tout à fait pertinentes et intéressantes à utiliser, mais moi, j'ai fait le choix de l'approche biographique.
même si des fois, c'est pas simple. Mais bon, parce que c'est plus complexe comme méthodologie, là, vous allez voir, il y a plusieurs étapes à faire, mais bon. J'ai fait ce choix-là d'abord parce qu'elle est complètement cohérente avec ma posture théorique. Et ça, c'est un petit clin d'œil aux étudiants parce qu'on se fait toujours dire l'important dans un mémoire, dans une thèse, c'est d'être cohérent du début jusqu'à la fin. Alors, cette approche-là est tellement cohérente. Est collée sur l'épistémologie dont je vais vous parler plus tard. Mais une des choses que je trouvais intéressante, c'est aussi elle respecte la question de l'écoute, hein, l'écoute respectueuse, parce que c'est une approche qui est vraiment basée sur l'écoute, et l'oralité dans la manière traditionnelle dont les peuples autochtones ont habituellement transmis leurs connaissances. Alors, c'est une approche qui était respectueuse de ça, mais c'est aussi une méthode qui laisse pleine liberté aux participants. En fait, c'est lui qui est l'expert, c'est lui qui décide du contenu qui est prêt à livrer avec le chercheur et à la limite la forme que va prendre notre entrevue. Et puis, même la suite, parce qu'on écrit un récit, c'est validé. En fait, ce que je vais pas rentrer trop dans le détail dans tout comment j'applique la méthode, mais dans un premier temps, je rencontre les participants et comme tout chercheur, j'ai un schéma d'entrevue, mais les fais beaucoup selon des thèmes que je pose pas nécessairement à tout le monde. Je les ai et dans ma petite tête, quand je fais les rencontres, il y a des thèmes précis, mais pour m'assurer une cohérence, je pose les 3 mêmes questions à tout le monde. Ça, il y a au moins 3 questions, c'est ma question initiale de départ et je demande aux gens de me dire qui ils sont, d'où ils viennent. Pourquoi? Parce que, je ne suis pas une Innu, je ne suis pas une autochtone. Donc, je veux vraiment prendre le temps de connaître la personne dans son environnement, puis qu'est-ce qui est important pour elle et de où elle vient. Et puis après, je leur demande une 3e question qui porte sur la recherche comme telle, l'objet de la recherche. Par exemple, en adoption coutumière, je demandais aux gens de me parler de leur expérience d'adoption coutumière, soit en tant qu'adopté ou en tant qu'adoptant. Et là, très vite, on s'est rendu compte que nous, on met toujours des petites des petites boîtes là, pour diviser tout ça, mais finalement, beaucoup de gens qui ont été adoptés ont aussi été adoptants. Alors, c'était bien qu'on pose ces questions-là comme ça parce que nous, dans notre tête, on voulait voir les gens qui avaient été adoptés, puis les gens qui étaient des adoptants, mais dans la vraie vie, les gens qui ont été adoptés ont aussi été adoptants, puis c'est comme c'est le cercle qui continue même là. Alors, c'est ça. Je pose ces 3 grandes questions-là et puis j'essaie après ça d'être le moins directive, le moins intrusif possible. C'est vraiment là, du semi-dirigé à presque du non-dirigé parce que je veux vraiment que ça vienne... c'est vraiment leur réalité que je veux être à l'écoute. C'est vrai que je peux poser des questions de précision. J'ai mes thèmes à moi, mais de façon générale, je reste le moins intrusive possible. Et habituellement... ça fonctionne. Ça fait 3-4 recherches que je fais. C'est arrivé une fois qu'une personne ne savait pas quoi dire puis qu'elle a été comme sur toutes les gens que j'ai rencontrés. Sinon, ça va relativement bien. On enregistre toutes les rencontres parce que c'est plus facile d'enregistrer. Et là aussi, j'ai jamais vécu de problème. Les gens ont toujours accepté qu'on enregistre les entrevues. Les entrevues sont par la suite retranscrites sous forme de verbatim. Donc, c'est l'intégralité là, avec les hésitations, tout ça, les questions, les réponses. Et après, ces entrevues-là, les verbatims, sont déconstruits d'une certaine façon pour construire un récit. Alors là, on enlève les redites, on essaie de rester le plus proche possible du langage parlé, mais un langage parlé qui est intéressant à lire. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà lu des verbatims, là. C'est long. Alors, on enlève tout ce qui est un peu... les mots qui ne sont pas intéressants, les redites, les phrases qui disent 3 fois la même chose. On garde la phrase la plus importante. On les met par thème. On garde les grands thèmes. Les gens parlent souvent de thèmes importants. On met ce qui va ensemble, même si ça a été dit au début ou à la fin de l'entrevue. Puis on essaie de garder une trame linéaire. Hein, souvent, les gens qui je suis vont nécessairement parler de l'enfance. Donc, on essaie de construire une histoire qui tient cette trame linéaire-là. Et on termine habituellement sur un message, quelque chose qui est significatif pour la personne. S'il y a des choses qu'on reformule, c'est déjà arrivé. Parfois, les gens manquent de vocabulaire. On va reformuler quelques phrases. Si c'est le cas, elles sont toujours soulignées, c'est toujours revalidé. L'ensemble des récits écrits est retourné systématiquement à tous les participants. Et là, le participant a le loisir, la chance. C'est lui, ça y appartient. Il peut modifier des aspects importants du récit, il peut enlever des sections, il peut en rajouter, il peut peaufiner. Ça y appartient. Au bout de la ligne, le récit, c'est quelque chose avec lequel il est confortable.
Et c'est le récit qui, pour nous, devient le matériau d'analyse. C'est pas le verbatim. Je reviens jamais au verbatim par la suite. C'est le récit qui devient mon matériau d'analyse. Et pour moi, le matériau d'analyse, c'est une des choses que j'adore dans l'approche biographique parce que c'est intéressant de lire un récit beaucoup plus que de lire un verbatim, mais aussi parce qu'un récit, ça raconte une histoire. C'est pas comme un verbatim. Un verbatim, c'est le chercheur qui pose des questions, c'est drabe, c'est pas intéressant. Alors qu'un récit, ça raconte une histoire, une histoire qui est singulière, une histoire qui est unique, qui est à chaque individu. Mais aussi, à travers chaque récit, en fait, le récit témoigne aussi d'une réalité qui est beaucoup plus large, parce qu'à travers chaque récit, on entend aussi la voix de la communauté, parce qu'il y a des choses qui sont partagées à l'intérieur de ça que d'autres, qui font écho à la pratique ou à la vie de d'autres personnes au sein de la communauté. Et pour moi, le récit, il rend compte du regard réflexif que les individus portent sur leur propre expérience, sur leur propre expérience de vie, par exemple, la pratique d'adoption coutumière. Et c'est pour moi, c'est ce regard-là, ce regard réflexif qui est porteur de savoir. Et c'est ce savoir-là qui, pour moi, peut ultimement participer au développement de la connaissance. Est-ce qu'un verbatim, ben, ça pourrait, là, mais vous allez voir pourquoi qu'après ce que je fais avec mes récits, là, mais un verbatim, on ne pourra pas l'utiliser de la même façon. Ça vous va? Alors, je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, en combinant un cadre constructiviste, un cadre théorique constructiviste avec une approche narrative, il est clair que je fais un choix épistémologique assez important. L'épistémologie, juste pour ceux, parce qu'il y a tellement de choses écrites sur l'épistémologie, pour moi, l'épistémologie, c'est la manière dont les chercheurs ont produit la connaissance. C'est peut-être la manière de la résumer la plus simplement. En fait, c'est comme ça qu'on la résume à nos filles, hein, Sébastien? J'ai oublié de vous dire, là, mais ceux qui ne le savent pas, ils savent tout ce que ça mange en hiver chez nous, l'épistémologie, mais ça ne va pas plus loin que cette phrase-là. Alors, donc, c'est assez suffisant. Alors, je ne cherche pas. Donc, en ayant ces deux volets-là, ce qui est clair, c'est que je ne cherche pas à produire des connaissances qui vont être généralisables et non plus, ce n'est pas des connaissances généralisables qui sont fondées sur une notion de vérité, comme on a souvent dans les sciences pures ou les sciences sociales. Et je cherche encore moins à bâtir un modèle explicatif de l'adoption coutumière, par exemple. Donc, pour ceux qui ça intéresse, je ne suis pas dans une perspective positiviste des sciences sociales. Je cherche plutôt à produire des connaissances qui vont être contextualisées, donc qui vont être significatives, qui vont avoir du sens pour les membres avec qui je fais la recherche. Elles sont d'abord et avant tout fondées sur des notions de sens et de complexité, puis elles sont produites à partir de l'expérience des savoirs d'expérience. Excusez, je me répète, là, mais elles sont construites à partir des savoirs d'expérience, donc les savoirs communs ou les savoirs que les Inuits, les participants, possèdent. Je fais donc le choix d'inscrire ma posture de recherche dans la tradition plus compréhensive et subjective des sciences sociales, telles que, pour ceux qui s'intéressent, là, les étudiants peut-être, là, mais les sciences telles qu'elles ont été pensées par Weber, et non Durkheim ou n'importe qui d'autre dans les sciences sociales. Alors, ceci étant dit, pour moi, c'est bien beau de dire que je m'inscris dans cette posture épistémologique-là, mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que finalement, cette posture-là, si on veut vraiment l'articuler puis l'amener au bout de ce qu'elle signifie, bien, elle se joue pour moi vraiment dans la stratégie d'analyse qu'on choisit comme chercheur. Parce que si on reste juste dans cette épistémologie-là, on peut presque faire de la recherche comme la majorité des chercheurs font de la recherche. Mais moi, je suis allée un petit peu plus loin, puis je me suis dit, il faut penser davantage à la stratégie qu'on utilise quand on analyse les données. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là, que j'ai réfléchi à ça? C'est parce que pour moi, la stratégie d'analyse, c'est elle qui dicte la place qu'on accorde comme chercheur au savoir d'expérience, donc aux discours narratifs qui sont produits par les récits dans la production de la connaissance. Dans l'approche biographique, il existe grosso modo deux stratégies d'analyse. Il y a la stratégie qu'on appelle biographique, qui est celle qui est produite par le chercheur, et la stratégie dialectique. La stratégie biographique, bien, c'est celle que tout chercheur vous connaissez, parce que c'est le chercheur qui fait les entrevues, qui fait son schéma d'analyse, qui code les entrevues, qui fait l'analyse, qui fait sa propre analyse, qui ultimement va écrire un article scientifique pour présenter les résultats de sa recherche, et ça se fait lui-même, avec lui-même, du début jusqu'à la fin.
c'est la méthode biographique, la stratégie biographique. Il y a aussi une autre stratégie qui s'appelle la stratégie dialectique, qui a probablement été beaucoup plus documentée puis écrite par les chercheurs en travail social. D'ailleurs, presque tous les chercheurs en travail social qui adoptent l'approche biographique, peu importe que ce soit en contexte autochtone ou pas, vont adopter l'approche dialectique. C'est un modèle qui a été développé par Mme Danielle Desmarais, qui est une prof en travail social. Et quand on adopte cette stratégie d'analyse-là, on part du principe que l'analyse du récit, par exemple, ça va être une œuvre conjointe et donc qui va nécessiter un co-investissement entre le chercheur et le participant. On a dans ce modèle-là la prétention ou le désir de produire des connaissances qui vont être co-construites. Donc, au terme, ce qui est produit, c'est une co-construction, une analyse qui est co-construite à partir du savoir scientifique, donc des savoirs du chercheur, avec les savoirs d'expérience. Et là, on va mélanger ces deux formes de savoir-là, puis on va créer une nouvelle connaissance, une nouvelle pratique éducative, par exemple, qui va être construite à partir des savoirs autochtones et des savoirs non autochtones si je m'inscrivais dans cette dynamique-là. Est-ce que je m'inscris dans cette dynamique-là? Encore là, j'ai déçu mes collègues en travail social, mais non. Non. J'ai choisi une autre stratégie qui se situe probablement, qu'on pourrait situer à la croisée entre les deux modèles dont je viens de parler. Puis je vais un peu vous expliquer concrètement. Moi, je l'ai appelé la stratégie dialogique. Vous allez voir un peu pourquoi j'ai utilisé ce concept-là. Dans mes recherches, les participants, vous l'avez vu tantôt, sont activement impliqués au niveau de la production et de la construction de leur récit. Hein. J'essaie d'être le moins intrusif possible pour que ce soit vraiment leurs paroles qui soient au cœur des récits. Et ils valident leur récit par la suite. Mais à la fin, les participants ne sont pas invités à l'analyse de leur récit proprement dit. Ils ne reviennent pas avec moi, puis on ne fait pas une co-construction telle qu'elle est pensée là, par la dialectique. Pourquoi est-ce que je ne les invite pas à co-construire avec moi? Parce que c'est aussi très à la mode. Je ne sais pas en droit, mon travail social, la co-construction, c'est au cœur d'à peu près tous les modèles de recherche, même si on n'est pas dans l'approche biographique. Moi, j'ai dit, ça se peut pas, là, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Eh bien, parce que pour moi, dans un contexte autochtone, et surtout dans le type de recherche que je fais, quand je vais être dans un autre modèle, peut-être que je vais revoir ça, mais si je veux produire je veux valoriser des pratiques culturelles inoues, pour moi, ça ne faisait pas de sens que je me mette dans une co-construction. Pourquoi? Parce que si j'avais fait ça, j'aurais comme occulté le fait que cette pratique culturelle-là, elle existe indépendamment de la recherche, puis indépendamment de la relation entre moi et les participants. La pratique éducative, les pratiques parentales, les pratiques d'adoption de guérison, elles existent là. Elles n'ont pas besoin d'être co-construites avec moi. Elles existent peu importe que je sois là ou pas. Alors, j'avais un peu un problème avec ça. Et le fait de combiner les savoirs autochtones avec les savoirs non autochtones, je me disais, c'est bien intéressant si je vais rencontrer un travailleur social qui pense comme moi puis qui vit dans le même monde que moi, puis de co-construire des savoirs avec ces savoirs d'expérience-là, mais de co-construire avec des savoirs qui relèvent d'une vision du monde, des valeurs puis des modes de vie qui sont complètement différents. Je me disais, il y a comme quelque chose qui allait pas de soi. Et enfin, je pense que la compréhension des pratiques culturelles que j'étudie, elles sont vraiment accessibles à travers le récit lui-même. On en apprend autant, sinon plus, à lire les récits qu'à lire l'analyse que je produis sur les récits. Donc, pour moi, je considère que le récit qui est produit dans le cadre de mes recherches, c'est un type d'analyse qui est tout aussi pertinent et légitime que toutes les analyses que je peux produire comme chercheur sur ces récits-là ou sur leur discours. Pour moi, c'est comme si je mettais en dialogue les deux types de savoir, le savoir autochtone ou le discours des Autochtones, et mon propre discours, donc mon analyse sur leurs pratiques. C'est comme si je tentais de les mettre en dialogue. Il n'y en a pas un qui était plus important ou qui a plus de préséance sur l'autre. Un exemple concret de comment je fais ça dans la vraie vie, c'est ma thèse. J'ai décidé, quand j'ai fait ma thèse, j'avais commencé à y réfléchir dès le départ, j'ai mis les 200 pages de récits que j'ai produits dans ma thèse en plein cœur de ma thèse. Je peux vous dire que dans un des rapports des évaluateurs, l'évaluateur écrit noir sur blanc, je reste un peu sceptique ou un peu surpris que la candidate ait décidé de laisser ses récits en plein cœur de la thèse. En principe, ils n'auraient pas été nécessaire qu'ils apparaissent en plein cœur de la thèse ou à la limite en annexe ou idéalement condensé, hein, puisque 200 pages, c'est un petit peu long à lire. Mais après, il écrit, mais à la décharge de l'étudiante, je dois admettre que j'ai beaucoup appris.
Voilà. Oui, on apprend beaucoup en lisant les récits. C'est même plus intéressant, je pense, que de lire mon analyse. Alors, pour moi, c'est vraiment ça qui a été comme la réponse à la suite de mes recherches, puis qui a fait que j'ai continué de théoriser cette idée-là et qui est au cœur de l'article que j'ai produit. Je pense que vous l'avez en ligne, mais je ne suis pas trop sûre. Oui, hein, ça a été mis en ligne. Alors, c'est à partir de cette expérience-là que j'ai continué de penser ma réflexion. Et cette idée-là de dialogique, elle m'est venue surtout des travaux de Morin, d'Edgar Morin, pour ceux que ça intéresse, là, qui a écrit la théorie de la complexité, la théorie de la complexité. Alors, pour Morin, le principe dialogique, c'est un des principes qui aide à penser la complexité du monde. Il s'est bien sûr inspiré de la dialectique hegelienne telle que je l'ai décrite un peu, puis qui est adaptée par ma collègue Danielle Desmarais. Mais donc, dans ce sens-là, Morin, il accepte de faire communiquer des idées qui peuvent être différentes ou à l'opposé l'une de l'autre, mais il se distancie de cette perspective dialectique-là parce qu'il ne cherche pas à établir une cohérence entre ces logiques-là. Il n'essaie pas de faire entrer ensemble deux types de savoirs qui pourraient être en contradiction. Par exemple, le savoir autochtone et les savoirs non autochtones. Au contraire, Morin suggère que, à travers la dialogique, il est possible d'intégrer dans un même système des concepts, des idées ou des logiques qui s'opposent. Et là, je me suis dit, eh bien, si j'admets ce principe dialogique-là, je pense qu'il est possible de produire un système de connaissances qu'on pourrait qualifier à la limite de polyphonique et qui, comme le dirait Saïd, je ne sais pas, ceux qui s'intéressent aux questions autochtones peut-être connaissent Saïd, mais Édouard Saïd, ce qu'il suggère comme polyphonie, c'est un système de connaissances qui pourrait se lire comme une lecture en contrepoint de la réalité. En fait, c'est-à-dire une lecture qui permettrait de tenir ensemble plusieurs identités, plusieurs récits ou voix comme autant de lignes mélodiques. Pour ceux qui ne savent pas, le contrepoint, c'est une manière classique d'écrire la musique et qui pourrait se résumer par un ensemble de mélodies juxtaposées une par-dessus les autres. Alors, tout comme Saïd, je pense que les savoirs et les discours que nous produisons en tant que chercheurs allochtones pour tenter de comprendre le monde autochtone ont une valeur en autant que ces discours résonnent avec leur savoir et leur discours, et en autant qu'ils puissent entrer en dialogue. Pour moi, c'est à cette condition que je pense qu'il a été possible, ou en tout cas qui est possible, de vraiment prétendre appréhender la complexité des phénomènes qui se donnent à voir au sein des communautés autochtones. Bref, pour moi, une recherche, ou les recherches de nature compréhensive que je mène avec les Inuits, c'est d'abord et avant tout un processus de communication, où le dialogue est possible à certaines conditions, en fait, à partir de 3 conditions. La première, c'est d'avoir accès à tous les discours produits par la recherche, de reconnaître à ces discours la même valeur ou le même statut, c'est-à-dire une production scientifique, et d'accepter le fait que le dialogue ne se termine pas à la fin de la recherche. Pour moi, les récits, ils demeurent, et ça permet de continuer un dialogue, une meilleure compréhension. Je ne pense pas que mon analyse, elle est truffée probablement d'erreurs, parce que je reste une chercheure non autochtone, mais en les laissant dialoguer avec les récits, qui eux-mêmes peuvent continuer d'évoluer, parce qu'un récit, dans la vraie vie, le malheur, c'est qu'on les écrit, là, mais idéalement, un récit, c'est quelque chose qui est oraux puis qui peut évoluer à travers le temps. Donc, pour moi, la recherche, ce dialogue-là, il continue au-delà de la recherche même. Et je voudrais peut-être vous laisser sur une phrase d'Edgar Morin qui dit « Je crois profondément que moins une pensée sera mutilante, moins elle mutilera les humains, et j'ajouterais qu'elle participera à la décolonisation de la pensée scientifique. » Alors, merci de m'avoir écouté. Miigwech. Des questions? Merci beaucoup. Oui, donc on a du temps maintenant pour des questions, des commentaires. Je vais poser des questions non seulement sur les méthodes, mais aussi sur les résultats de recherche. C'est pas assez. Ah non! Alors, j'ai été très intéressée par ce concept de récit, parce que moi, je viens évidemment du droit d'auteur, et puis il y a ce qu'on appelle les autobiographies. Et quand on écoute les auteurs, ou en tout cas les commentateurs sur les autobiographies, on se rend compte que le récit est construit, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de notre existence, ce qui nous est arrivé est comme réintégré en nous de manière à y donner un sens.
Alors, on passe notre temps à donner une signification à notre propre vie. Dans quelle mesure est-ce que ce phénomène-là, comment je dirais, colore une vision d'une pratique dans une communauté? Est-ce que quand les membres de la communauté nous racontent une pratique, est-ce qu'ils sont en train de nous raconter leur construction de leur vécu, ou est-ce qu'ils reflètent la pratique en tant que telle? Alors, comment on fait pour gérer ce phénomène-là, entre ce que j'appellerais la réalité et puis la projection qu'individuelle, surtout si on va vers des discours individuels. D'ailleurs, je me demandais comment on fait pour les choisir, parce que nécessairement, en demandant à des gens d'intervenir, on va justement avoir ceux qui ont fabriqué leur discours. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à livrer leur vérité parce qu'eux, ils ont donné un sens à leur vie, alors que ceux qui ne sont pas encore rendus là vont peut-être être très réticents à participer à ce genre d'expérience. Bien, peut-être ma première réaction, c'est de dire qu'il n'y a aucune recherche de parfaite. Il y a des limites à toute recherche en partant. Effectivement, les gens qui acceptent de venir participer, c'est parce qu'ils ont déjà un peu réfléchi à la question. En même temps, je ne pense pas qu'il y a plein de monde qui ont demandé aux Inuits voulez-vous parler de l'adoption coutumière? Déjà, ce concept-là, ça ne rentre pas dans leur discours. Il a fallu qu'on s'ajuste parce que ce mot-là, ça ne signifie absolument rien pour eux. C'est vraiment nous qui avons une conception très légalisée de l'adoption coutumière. Alors oui, et probablement que, je veux dire, on a accès à ce que les gens ont envie de livrer à un moment X de leur vie et on n'a pas accès à tout. Donc, quand je dis que la connaissance que je produis, elle n'est pas généralisable, elle n'est pas généralisable. Elle ne rencontre qu'une partie de la réalité et même quand la personne nous dévoile, elle nous dévoile une partie de sa réalité, elle ne nous dévoile pas l'ensemble de sa réalité. Donc, c'est une limite. Une des choses qu'on peut, qui nous permet d'aller au-delà de ça, c'est que, bon, d'abord, il est validé, donc les gens ont le temps quand même de revenir. Mais le fait que ça soit un discours ou un récit qui a permis une réflexivité, pour moi, c'est ça qui donne un sens puis qui permet de dire qu'on peut produire des connaissances à partir de cette réflexivité-là. Et au bout de la ligne, quand on va tirer profit de ces résultats-là, on ne va pas le faire toute seule, on va le faire aussi. On va aller avec des gens qui ont vécu l'adoption ou qui ont une expérience d'adoption coutumière, par exemple, pour dire qu'est-ce qu'on utilise de ce que les récits ont sorti, qu'est-ce qui est significatif, qui mérite d'être enchâssé ou qu'on tienne compte dans la protection de la jeunesse. Et ça, c'est les Inuits qui vont le décider, là. Mais tu as tout à fait raison, ça reste un regard sur une partie d'une réalité. Pouvez-vous nous parler de ce que vous avez appris dans votre recherche? Sur l'adoption coutumière, on a eu quand même une bonne idée. Là, on s'en vient sur des résultats un peu... c'est pas encore fini. C'est long, les récits. Quand je vous disais tantôt, il faut être prêt à juste de faire ce processus-là. Puis on les fait les trois en même temps. J'ai été chanceuse. Moi, j'ai eu 3 subventions, une après l'autre. Maman. Bon, mais l'avantage, quand même, d'avoir les 3 subventions, ça permet de ne pas catégoriser comme on fait les Blancs. On met toujours des choses dans des boîtes. Là, d'avoir les 3, ça permet d'analyser avec les 3. Quand les 3 schémas d'analyse, on les passe dans les 3, ça va, c'est correct. La question, c'était quoi déjà? C'est les résultats. OK, oui, l'adoption coutumière. L'adoption coutumière. Bien, un des premiers constats les plus importants, c'est que l'adoption coutumière, c'est un mot qu'on ne devra pas utiliser parce que ce n'est pas un concept qui est utilisé chez les Inuits. Des gens étaient capables de nous suivre des fois, puis d'autres fois, ça a été un peu prendre soin d'eux. Oui. C'est ce que tu Nikubenishkwamish, nul, moi, dans la prononciation Inou, mais bon. Ça veut dire ni plus ni moins prendre soin d'eux. Alors, on va devoir travailler sur cette idée-là de concept parce que c'est pas significatif. Ce qu'on sait, un des grands constats, c'est que
pour le moment, bon, historiquement, si on lit la littérature sur l'adoption coutumière, c'était un mode de survie sur le territoire. Les gens étaient des petits groupes qui se promenaient, puis ils échangeaient des enfants pour tisser des liens et élargir leur réseau social. Aujourd'hui, ça n'a pas nécessairement cette fonction-là dans les communautés, mais on s'est rendu compte que ça avait quand même ça permettait toujours d'élargir son réseau et d'assurer aux enfants un réseau beaucoup plus élargi au sein de la communauté. Et donc, ça devenait un mécanisme ou un facteur de protection. Donc, ça pouvait aider, si on continue de maintenir cette pratique-là, d'assurer la protection. Vu qu'on est en protection de la jeunesse, de mettre de côté une pratique aussi importante que ça n'aurait pas d'allure. Là. Donc, ça est venu nous donner du jus de manière importante. Je dirais que c'est peut-être ça ne brise pas le lien de filiation. Encore aujourd'hui, les jeunes... Merci Sébastien, c'est mon collègue, hein, il travaille. Alors, ce que je disais, c'est que c'est ça ne brise pas le lien de filiation. Donc, les gens continuent toujours de connaître qui sont leurs parents. Et ça permet de vraiment avoir un filet de sécurité plus important. Dans notre discours à nous, on dirait ça comme ça. Les Inuits ne disent pas ça, là, mais ça, c'est notre analyse de Blanc. Oui. Mais justement, par rapport à l'expression prendre soin d'eux, est-ce qu'ils utilisent ça aussi avec les personnes âgées? Parce que si on parle de prendre soin puis de filet social, est-ce que c'est aussi la même expression quand une famille accueille? Probablement pas. Je ne connais pas la langue Innu, là, mais parce que ça vient avec le mot gardien. Est-ce que vous êtes avec les jeunes? Oui, oui. Mais je ne pense pas que le terme en Innu Nikubaniem, c'est ça en Innu, réfère à des adultes ou à des personnes âgées. Okay. Il y a 2 Inuits ici. Vous pourriez confirmer ou... Ça a des enfants. Oui, mais les enfants ont un collègue plus jeune un peu. Oui. Un adolescent? Parce que quand on dit littéralement prendre soin, c'est pas tout à fait vrai, mais ils l'utilisent comme ça. Mais le concept en Innu, ça n'a rien à voir avec les personnes âgées. Pour répondre à... de professeur-élève. Oui, c'est ça. Gardien ou de... Gardien, celui qu'on garde. Oui, il y a un lien de responsabilité ou d'autorité. Moi, je réponds en dialogue avec le partenaire. Je m'intéresse à l'épistémologie, notamment pour la rencontre interdisciplinaire des différentes épistémologies. On travaille droit, sciences sociales. Et dans le droit, on travaille très souvent dans une perspective normative, c'est-à-dire toujours dans le but de traduire à travers les institutions, etc. Donc, d'une manière très politique, très engagée aussi. Et je me demandais comment ça va. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça, mais comment on négocie la rencontre des savoirs entre une perspective qui, justement, est très dialogique là, avec les peuples autochtones, une compréhension de l'épistémologie qui est très axée là, sur le récit en soi et sa traduction dans des termes normatifs lorsqu'on en arrive à discuter de la manière dont, par exemple, l'adoption coutumière peut être... Mais moi, je peux te dire que dans le rapport à M. Otis, je n'ai pas écrit le rapport. J'ai laissé ça à lui. Il va répondre. Comment on négocie dans ce contexte-là les différentes épistémologies? On se partage la tâche. Tu fais ça. Avec beaucoup de vin. Au-delà des aspects de médecine. Comment je dirais? C'est que, évidemment, on n'a pas demandé aux gens, selon vous, quel est le droit relatif à l'adoption coutumière. C'est pas ça la méthode, c'est pas ça. Et probablement qu'on n'aurait pas eu une réponse très utile, là, parce que d'abord, ils nous auraient dit c'est quoi ça l'adoption coutumière. Mais ce que moi j'ai observé, dans ces termes-là que j'ai décidé de décrire provisoirement, c'est plutôt que il y avait une espèce d'espace de liberté contractuelle, parce qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de tribunal de la famille, il n'y a pas de chef qui décide quel enfant va être adopté par qui. Ça se fait par entente, puis souvent entente tacite, entente qui se cristallise sur une période de plusieurs semaines ou plusieurs mois entre les parents naturels et les parents adoptifs. Et moi, j'ai expliqué ça comme étant une forme de liberté contractuelle de réaménager les liens de filiation. Mais il y a certaines règles, sans doute. Le maintien des liens avec la famille d'origine serait une règle
ne pourrait pas être contourné. Le caractère temporaire de la chose serait aussi une règle, en ce sens qu'en théorie, c'est temporaire, même si dans bien des cas, ça devient assez permanent. Il y a ce phénomène que lorsque les enfants sont rendus à l'adolescence, on leur suggère, on les invite à retourner dans leur famille d'origine. Pour connaître leur famille d'origine. Beaucoup le font, mais finalement reviennent dans leur famille adoptive après un essai, ou des fois même il y en a qui vont refuser. Donc c'est comme si on honorait, en théorie, ce caractère temporaire, mais en réalité, dans bien des cas, ça devient permanent. Le respect du choix des enfants aussi. Ouais, c'est au cœur de presque tous les récits. Ouais. C'est assez amusant pour nous, là, mais c'est que les gens vont parler des transferts d'enfants, comme ça, comme étant choisis par l'enfant, même si l'enfant a 6 mois. 6 mois et ne parle pas. Et on va dire, par exemple... Je sentais qu'il était mieux là, par exemple. Les parents vont dire la façon dont l'enfant était, il était en train de nous dire qu'il était mieux chez ses autres. Alors nous l'avons laissé chez tel ou tel. Puis même quelqu'un dit là, dans une citation là, que j'avais, il dit c'est moi qui a choisi. Elle avait 1 an à l'époque. Oui, de part et d'autre. Tu as un adulte qui a dit ça, mais tu as un enfant aussi qui a aussi la certitude que c'est elle qui a choisi d'être adoptée, même si elle était toute petite. Là. C'est une internalisation de la décision qui a été prise. Je sais pas. C'est dur à dire, mais j'ai l'impression que c'est une autre façon de décrire l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire, finalement, sous couvert de dire c'est le choix de l'enfant, en fait, les adultes disent, où est-ce qu'il est mieux cet enfant-là, et finalement, ils constatent, et vont peut-être rationaliser ça comme étant un choix de l'enfant ou une expression du désir de l'enfant, mais on voit aussi que c'est des situations où l'intérêt de l'enfant était sans doute d'être... Mais il y en a une qui a été plusieurs fois, qui est allée chez sa mère, qui est revenue, qui est retournée, et qui a toujours eu la conviction qu'à tous ces changements-là, c'était son choix à elle. Même quand elle était jeune, quand elle avait 6, 7, 8 ans, elle est allée vivre à Québec avec sa mère, et puis elle est retournée. Et puis elle a de tout temps pensé ou eu la conviction que dans tout ça, on a respecté son choix à elle. Sur le plan matériel. Attends, il y a Muriel qui avait... Par rapport, c'est vraiment brûlant de suivi. C'était plutôt, ma question portait sur le contenu, mais aussi sur, est-ce qu'on peut respecter les récits, autrement dit, les récits autochtones qu'on veut le plus intègre possible et tout, lorsqu'on tente de les traduire dans le langage droit colonial afin d'opérer un dialogue des le dialogue interdisciplinaire à cet égard-là, c'est-à-dire que pour le traduire en droit, Sébastien vient de faire part de sa traduction des récits, mais est-ce qu'il est même possible où il y a toujours un processus d'édulcoration finalement du discours autochtone qui doit nécessairement être opéré. Donc, ça revient à la question d'autonomie gouvernementale, en fait, pour se gouverner comme les civils. Mais je pense qu'ultimement, quand on va être dans l'autre phase où on devra décider, oui, ils devront décider, parce que c'est pas nous qui allons décider ça, comment ça va s'intégrer l'adoption coutumière à l'intérieur de la protection de la jeunesse, parce que l'adoption, ça fait partie de la protection de la jeunesse. Mais je pense que ça va être à eux de décider l'orientation. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on a de la misère, nous, les non-autochtones, là, c'est de penser que dans une communauté, ça peut être A, puis dans une autre communauté, ça peut être D, là, tu sais. Et je pense que ça va être comment eux vont se donner ces mécanismes-là pour que ça soit significatif pour eux, mais ça se peut que dans une autre communauté, ça soit différent. Mais peut-être je réponds... Peut-être que c'est un café ou une coupe de vin pour aller plus loin. Muriel. C'était par rapport à tout ce que j'ai entendu, pour parler de l'expérience. J'ai fait des entrevues chez des Inuits du Grand Nord québécois où on pratique énormément l'adoption. Et je me suis retrouvée devant cette situation. Alors moi, je ne faisais pas des enquêtes sur l'adoption, c'était des enquêtes en développement économique. J'étais dans une famille Inuit. Et il y avait la fille là qui était enceinte, qui allait donner son enfant en adoption avant même qu'il soit né et qui elle-même était en train d'adopter l'enfant d'une autre famille. Et quand on essayait de savoir pourquoi cette circulation d'enfants, elle n'a pas su nous expliquer. Et on avait un peu l'impression, mais ça c'est une expression extérieure de quelqu'un qui n'a pas étudié ça,
j'avais un peu l'impression que cette pratique qui existait vraiment pour la survie chez les Inuits, quand ils nous disaient dans le Grand Nord, aujourd'hui on la continue, mais sans plus vraiment savoir, et peut-être là je pose vraiment un regard, parce qu'elle-même ne savait pas nous dire pourquoi, elle allait donner cet enfant qui n'était pas encore né, et elle était en train d'en adopter un qui allait naître. Ben, j'ai un début de réponse, mais je suis vraiment pas, ni Sébastien ni moi, on est des spécialistes des sociétés inuites, là. Mais il y a une des particularités chez les Inuits qui est très différente des Premières Nations en ce qui concerne l'adoption coutumière, c'est que, historiquement, mais on l'a un peu senti chez les Inuits, mais comme quelque chose qui est très, très loin, qu'on ne pratique plus aujourd'hui, si jamais elle a existé. Mais chez les Inuits, traditionnellement, les jeunes filles vont donner leur premier enfant à leur mère. C'est quelque chose qui est culturel, qui est une pratique qui est là depuis toujours et qui se perpétue encore aujourd'hui, si bien que l'adoption coutumière chez les Inuits a été beaucoup plus facilement acceptée parce que c'est permanent. Les jeunes filles qui donnent leur enfant à leur mère, mais d'une manière permanente. Donc, ça a été plus facile d'adapter de l'accepter chez les Inuits que chez les Premières Nations où c'est pas quelque chose de permanent. Là. Les femmes n'ont pas tendance à donner leur... Sauf que ce qu'on sent, c'est que souvent, les jeunes filles mères les grands-mères sont tout le temps là, ils s'occupent beaucoup des enfants. Et il y a des mères qui m'ont dit, moi, il était temps que je parte de chez ma mère, parce que là, je sentais que mon enfant, il serait resté là. On a eu ces discours-là, puis je voulais garder l'enfant, je voulais pas qu'il reste avec ma maman. Donc, il y a cette pratique-là où les grands-mères vont s'occuper, mais c'est pas permanent, c'est pas comme un devoir ou une responsabilité de donner systématiquement ton premier enfant. Et c'est surtout pas arrangé avant la naissance. Surtout pas. C'était pas donné à la mère, c'était donné à une autre famille et elle-même recevait l'enfant d'une autre famille. OK. Ah, mais ça, là, je l'ai jamais entendu. Ce que je sais chez les Inuits, c'est que ça va à leur maman. Mais là, je pourrais pas t'en dire davantage. Sophie, oui. Ça rejoint un peu la question de Mme Paradel, mais on revient chez les Inuits. Et là, c'est la question de la blanche, là, qui ne connaît pas les communautés Inuits, encore moins autochtones. J'ai la misère à saisir pourquoi, à la base, l'adoption, parce que vous avez parlé, parce que chez les Québécois blancs, en général, lorsque l'enfant est mis en adoption, c'est qu'il n'a plus de parents ou que ses parents ne peuvent plus s'en occuper, ce qui, en fait pratique, revient au même de ne pas en avoir. Bon. Mais c'est pas ce que vous dites, parce que vous dites que les enfants peuvent choisir d'aller, de revenir dans leur famille. Donc, les familles sont là au sein de la communauté, ou pas trop loin, j'imagine. Évidemment, on peut supposer qu'un parent, à un moment donné, pour X raison, va travailler en ville pendant des années, va étudier, confie son enfant. C'est pas, dans ma tête, c'est pas une adoption, on met notre enfant, on va dire, en pension, on va dire. Mais vous parlez d'adoption, vraiment. Bien, en fait, c'est le concept qu'on a donné, l'adoption coutumière, mais eux, ils n'appellent pas ça comme ça du tout. C'est prendre soin de... À l'époque, en fait, le vrai concept, ce serait de la circulation des enfants. OK? La circulation des enfants a toujours existé dans les sociétés autochtones, notamment chez les Inuits, pendant des générations, là. C'était une manière de survivre sur le territoire. S'assurer qu'on ait des connaissances quand on rencontre quelqu'un dans le Grand Bois, quand il fait moins 30, là, puis que tu es toute seule, puis tu as des problèmes, tu rencontres l'autre clan, bien là, tu as des liens parce que ton enfant, où il est rendu, il a été à la sœur ou l'oncle. Donc, ça assurait cette survie-là. Maintenant, les jeunes filles et nous ont souvent des enfants très jeunes et elles vivent aussi souvent dans la même maison que leur mère. Parce qu'elles vivent des fois 1, 2, 3 générations dans la même maison. Et aujourd'hui, on n'a plus le besoin de survivre sur le territoire, de toute évidence, mais les jeunes filles, soit vont à l'école, soit ont des problèmes de consommation, soit ont d'autres problèmes, ou n'ont pas envie parce qu'elles sont trop jeunes, puis elles sont moins proches des enfants. Et ça devient quelque chose qu'on a continué de pratiquer pour des raisons différentes, mais qui est toujours là, qu'elle existe. Les grands-mères s'occupent des tout-petits. On a une grand-maman qui s'est occupée de tous ses enfants, de tous ses petits-enfants, puis là, elle est au petit des petits. Elle les a tous, mais il n'y a pas une façon de prendre soin des enfants, de nos enfants et de nos petits-enfants.
pas une façon unique dans toutes les familles. Ça aussi, c'est un des constats qu'on a opérés. Cette dame-là, elle gardait tous ses petits-enfants de 0 à 5 ans. Elle les a tous gardés. Parce que là, c'est l'école, puis là, c'est la garderie, elle jouait le rôle de la maman, la grand-maman qui garde les enfants, puis après, elle continuait de les garder parce qu'ils allaient à l'école, puis les parents allaient eux-mêmes à l'école ou avaient des problèmes. Et puis des fois, les enfants retournaient vivre à la maison, des fois, non. Alors, ça c'est un modèle. Il y en a 2 grands-mamans comme ça, où vraiment elle jouait le rôle de s'occuper de tous les enfants de sa famille. Mais il y a cette maman-là, cette grand-mère-là, qui nous racontait qu'à son 3e ou 4e enfant, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas allée sur le territoire. Elle voulait aller sur le territoire parce que pour elle, c'était important, mais qu'un tout petit bébé, on est à une époque où on commence à questionner. Les Blancs questionnent le fait qu'on puisse amener des bébés de 4 mois sur le territoire. Donc, elle n'a pas voulu amener son bébé de 4 mois, elle l'a laissé à la voisine qui s'en est occupée. Puis c'est elle qui a fait le constat en revenant. Elle a repris son bébé, puis elle ne se sentait pas heureux. Et les parents n'avaient pas d'enfants. Et elle a accepté que son bébé continue de vivre avec ces parents-là. En complémentaire, si vous me permettez, vous parlez beaucoup des mères et des grands-mères. Oui, c'est très une histoire de mère et de grand-mère. C'est une société très matriarcale, mais où sont les pères? Je peux vous faire de peine à mes amis qui sont aussi dans la salle. Mais est-ce que les pères, le sens de ma question, c'est pas où sont les pères, là. Mais le sens de ma question est, est-ce que ce sont des décisions où je suis en train de comprendre que c'est peut-être même pas des décisions, c'est peut-être plus de l'accoutumance, si on veut. Mais est-ce que les hommes, est-ce que cette notion de je suis le père, j'ai le droit de mettre mon veto et de dire je vais le garder, mon enfant-là, ou je vais dire, est-ce qu'il y a ça ou c'est très féminin? Bien, je pense que c'est très féminin dans les communautés, mais je pense que les pères sont associés à ce processus-là. Mais effectivement, les papas en adoption coutumière, on n'a pas vu. Hein? On a vu par via des... Il faudrait qu'on creuse davantage. Il y a un grand-papa là, qui a parlé, qui trouvait ça important. Mais c'est sûr que c'est une histoire, c'est quelque chose qui... C'est plus les mamans, les grands-mamans qui... ça devient leur responsabilité, mais je pense pas qu'ils font... Je pense pas que c'est consensuel. Alors, il y a pas... C'est pas des... quand ça se fait parce que c'est entendu entre les membres de la famille. Mais c'est des choses qu'on devra valider avec les résultats par la suite. Mais effectivement, c'est plus les femmes, puis les mères, puis les grands-mères qui nous ont parlé. Il y avait ici. En fait, je me questionnais par rapport à... Est-ce qu'en fait, c'est une situation qui est commune? Parce qu'en fait, moi, je suis à moitié Abénaki, mais on est des Abénakis qui ont grandi avec des Mi'kmaq. Fait qu'on est un peu mêlés. Puis avec ça, j'ai une moitié comme à l'autochtone, en fait. Puis, moi, je sais que dans ma réalité, quand j'étais plus jeune, oui, ça se faisait, en fait, puis on a vraiment la notion de tout est comme interrelié. Donc, on n'a pas nécessairement cette notion-là de blanc, c'est la maman, c'est le papa, c'est le rôle, c'est la famille, c'est tout, c'est cadré dans un moule, comme les blancs vont faire ici. Puis en fait, parce que là, c'est ça, j'avais vu dans votre texte justement que les enfants autochtones avaient comme 12 fois plus de chances que les enfants autochtones de s'en placer dans une famille autochtone. Donc, en quelque sorte, c'est comme la continuité des pensionnats qui se poursuit, mais d'une autre façon, parce que c'est encore l'accoutumation des enfants autochtones. Mais à quel point, même si elle était adapté à la réalité des Blancs, le principe d'adoption coutumière est perçu par le gouvernement, en fait. Est-ce que c'est par rapport à ça, justement, qu'il peut y avoir plus de chances d'adoption? Est-ce que c'est perçu comme... J'ai un peu de difficulté parce que j'ai grandi avec vraiment les 2 réalités. Donc, comment va se positionner l'État par rapport à ça? On a hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le rapport. Là, ça n'a pas avancé. J'ai aucune idée comment ils vont se positionner. Au Québec, si on fait modifier la loi de l'adoption où on va accepter qu'il n'y ait plus de bris de filiation, ça va déjà être un grand soulagement, puis ça va être plus facile. En ce moment, c'est sûr que la protection de la jeunesse, par exemple, à cette île, ils considèrent ça comme l'errance. Ils sont plutôt en désaccord avec cette idée. Mais est-ce que c'est comme ça dans tous les centres jeunesse? Pas nécessairement. Il y a peut-être d'autres milieux où ils n'ont pas cette vision-là, mais à cette île, les Inuits ont l'impression que la protection de la jeunesse de cette île, de la Côte-Nord, on voit ça comme l'errance. Mais moi, je pense qu'il va falloir qu'on creuse puis qu'on voit les modalités de reconnaissance d'une pratique qui est là. Il y avait ici... Bonjour, je m'appelle Danny. Moi, ma question, ce serait pour M. Gramont, peut-être. C'est comment concilier moi, personnellement,
j'ai été adopté, comment vous appelez ça? Coutumièrement. Coutumier, ouais. Moi, à ma naissance, tu sais, j'ai été élevé par ma tante l'aînée de la famille, de côté à maman. Fait que, puis de la maison, il était comme l'oncle. Mettons le bureau à M. Thibault. Mes vrais parents restaient là. Fait que, tu savais que c'était ta mère, mais l'autre, t'avais comme deux mères. C'est le fun. Moi, je trouve ça le fun d'avoir deux. Tu sais, c'est comme on te prépare. En parenthèse, je vais dire que c'est qui est le plus apte à s'occuper de cet enfant-là qui est né, là. Qui est, tu sais, bon, ta mère, il travaille. Bon, moi, je vais l'occuper, je vais l'accompagner, moi. C'était comme vous dites, un tacite, là. Fait que, quelque part, à l'adolescence, comme il dit M. Grandma, à l'adolescence, je suis retourné chez mes parents de reculons, mettons. Parce que j'étais bien avec les droits, pas les droits, mais en allant à la chasse, faire des histoires, les histoires orales. L'aîné de la famille avait des histoires les histoires indiennes, là. C'est comme des histoires à dormir debout, là. T'étais là, t'es dit, là, t'écoutes ça, là, il en beurrait pas mal, moi, je pensais. Parce que quelque part, on est comme assimilé, hein, il y a l'assimilation, tu vas à l'école, c'est pas ça que tu apprends à l'école, OK, ce que je voulais dire, on a toujours fait quelque chose en dehors, au niveau légal. Oui. On parle de nos droits ancestraux. Les Indiens, des fois, on dit que c'est des Indiens à plumes. Mais en dehors, ce que je voulais vous partager, nous, on fait tout le temps quelque chose en dehors, puis en arrière-scène. Bon, moi, j'ai été adopté coutumier, comme vous dites. Comment concilier aujourd'hui qu'on fait ça pareil? Tiens, on fait ça en arrière de la loi de la protection de la jeunesse. Moi, je suis passé inaperçu, là, que je n'étais pas chez mes parents pendant toutes ces années-là. Tu sais, quelque part, on est... Tu sais, puis ma mère adoptive n'a pas eu les fonds qui allaient avec. C'était comme en dehors, tu sais, d'avoir des sous. C'est ça que je voulais faire une nuance là-dessus pour concilier tout ça. Maintenant, nos enfants sont placés à Forestville. C'est-il, Forestville, c'est 400 km. Nos enfants, là, la DPJ, il y a comme il est plus interventionniste. Il est interventionné, hein. Tu sais, il arrive avec des grands sabots, il y a un signalement, consommation ou négligence. Le bébé est pris directement, l'enfant de 8 ans, il est parti à Forestville chez une famille d'accueil. Je voulais vous partager ça aussi. Ça, c'est mais là, vous avez vu qu'il y avait une fois la décision du tribunal de la personne qu'on n'y va pas en appel. C'est pour ça que je voulais vous remercier pour le travail qui a été fait. Mais moi, je voulais vous partager à mes amis qui sont là. Tu sais, nos enfants, ils se font enlever, comme il dit, là, la mademoiselle, là. Tu sais, on fait comme encore le pensionnat, là. Ils sont bien contents de nous enlever nos petits, alors que le grand-parent, il est apte à le garder, cet enfant-là. On ne l'a même pas demandé son avis. Puis le grand-parent appelle, moi je veux le garder, mais il est déjà à Forestville, le bébé. C'est ça qu'on vit dans nos communautés. Je voulais vous partager ça. Merci. Merci. Mais ouais, c'est une bonne question. Comment on fait pour tenir compte de ces choses-là? Puis peut-être qu'il faut que ça reste un petit peu en arrière-plan, puis qu'on n'a peut-être pas besoin de modifier le Code civil pour dire, bon, ben, on va reconnaître l'adoption dite coutumière, mais simplement sur le terrain que les gens de la protection de la jeunesse disent, avant de justement placer l'enfant à Forestville, de dire, ben, OK, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui est capable, est-ce que la communauté est capable de gérer le problème elle-même? Et ça, déjà, ce serait une façon, peut-être, on dirait, administrative, une façon douce de reconnaître la normativité. Nous, ça, c'est une possibilité. Peut-être, dans certains cas, il faut trouver d'autres aménagements. Peut-être qu'il faut modifier le Code civil. Peut-être aussi qu'il faut simplement avoir des
des arrangements peut-être administratifs qui permettent de dire ben, l'autorité parentale, dans un cas comme ça, va être exercée par soit l'un, soit l'autre. Et parce que souvent, il est là le problème. Qui va signer une demande de passeport? Qui va signer un consentement aux soins? Et peut-être que finalement, on peut avoir des ajustements sur le terrain qui font que l'adoption, ce qu'on appelle l'adoption coutumière, là, ou le découpage-quem, va pas être capturé, si vous voulez, par le droit québécois, mais que ça va exister, qu'on va reconnaître que ça existe. Mais on n'essaiera pas de le changer ou de le modifier si tout va bien. Ça peut être ça. Évidemment, tout ça devra être défini là, avec la communauté. Mais déjà, c'est une gouvernance autochtone de protection de la jeunesse. Déjà, si on reconnaît cette gouvernance-là, puis que c'est des Autochtones qui sont à la tête d'eux, bien, c'est plus facile de reconnaître des pratiques en étant... Tu sais, je pense pas que la solution, c'est d'aller dans des lois très, très fermées. On va avoir de la misère, là, dans notre façon de voir le monde, que des choses peuvent être pas permanentes. On a déjà de la misère. Il y avait ici, il y avait vous trois. Moi, j'ai été policier, justement, en recherche. Puis, dans des signalements ou des situations là, où le domaine était compromis, là, le parent n'était pas là, il était parti pendant une semaine. Le petit là, de 5-6 ans restait chez sa tante, moins chez les oncles. La voisine appelle, fait le signalement. Le policier arrive là, qu'est-ce que je fais? Ça, il se vraiment, mais en fonction de la loi, qu'est-ce que je fais? Je fais-tu un signalement? Ou traditionnellement, regarde, il est chez sa tante. Ben oui. C'est le gros bon sens. Mais en haut, par après, il y a un rapport qui est fait. Il faut faire le signalement. Là, la machine repart. L'enfant, par la suite, est placé, justement, comme Daniel disait. Il y avait une question là, puis là, il y a peut-être mademoiselle, madame, qui n'a pas parlé encore. Je vais vous laisser la... Si vous me permettez, je reviendrai un peu à la méthode analytique en tant que telle. Selon vous, est-ce que ce serait relativement transposable dans d'autres domaines de recherche, peut-être pas nécessairement la méthode dialogique, peut-être un peu plus propre aux sciences sociales, mais au moins dialectique ou biographique. Puis j'ai en fait un peu en matière d'environnement, je sais qu'il y a des chercheurs qui essayent d'aller directement aux peuples qui sont les plus près de la nature, comme les autochtones, vraiment voir quand il y a des paliers de changement dans l'environnement, essayer de voir comment eux, selon leur perception, l'environnement a changé pour essayer de vraiment conceptualiser ça de manière scientifique. Est-ce que vous pensez que cette méthode-là pourrait être transposable dans ce genre de recherche-là? C'est une approche qui peut être transposable dans, je pense, dans tous les domaines. C'est sûr qu'avec les clientèles, les immigrants, par exemple, qui ont une façon de voir la réalité ou de comprendre le monde, je trouve que c'est tout à fait pertinent. Mais aussi les populations plus vulnérables, plus marginalisées, qu'on ne prend pas des fois le temps d'écouter. Il y a des savoirs. En fait, c'est de partir de l'idée qu'il y a des savoirs qui sont là, qui sont la connaissance au quotidien. Ça a l'air de rien, mais des fois, on les oublie. Là. Moi, j'ai même une maman, une fois, j'écoutais, là, qui était mère d'un enfant qui était, voyons, c'était quoi son problème? Asperger. Juste l'écouter une soirée de temps, je me suis dit, mon Dieu, si j'étais dans ce domaine-là, j'interviewerais toutes les mamans qui ont des enfants Asperger pour voir comment, écoute, cet enfant-là, il avait plus l'air d'avoir un problème de santé mentale à 12 ans. Là. Donc, de toute évidence, elle a des connaissances, des savoirs, et c'est cette approche-là, elle a cet avantage-là d'aller au cœur des réalités et d'être à l'écoute de connaissances, puis de savoir-faire que des fois, on passe à côté. Donc, dans n'importe quel domaine ou de sujet, je pense que ça peut être pertinent. Si je peux vous modifier ma question, parce qu'en travail social, souvent, ça va être une recherche qui va être très qualitative. Est-ce que vous pensez que ça peut être une recherche qui peut facilement s'allier à une méthode quantitative dans d'autres domaines? Est-ce que vous voyez... C'est dur de faire l'approche... Bien, de faire une méthode de recherche mixte, il n'y a pas interdiction de faire des récits d'une part puis faire du quanti de l'autre côté, mais il y aura deux protocoles de recherche. La méthode biographique, ça reste une approche qualitative. Plus qualitative que ça, c'est difficile, là. Mais d'avoir un projet de recherche avec un devis mixte, c'est pas interdit, là, avec deux... mais c'est deux... Le devis quanti va avoir son propre devis, puis mais oui, c'est pas interdit. C'est de faire générer plusieurs connaissances ensemble. Je me demandais, c'est quoi, en
fait, la relation entre les gens que vous avez interviewés et le système de protection de la jeunesse de l'État, parce que j'imagine à un moment donné, la DPJ, elle intervient quand il y a un signalement. Le signalement doit être fait par des gens de la communauté, donc j'imagine qu'il y a certains croient que c'est une ressource à laquelle ils devraient faire appel des fois, puis des fois non. Je me demandais, la DPJ, quand elle arrive, quand elle voit qu'il y a eu comme ça une adoption coutumière, ben, est-ce qu'elle intervient ou elle dit c'est comme ça marche bien, c'est votre problème? Il y a plusieurs questions à ta question, je pense. Moi, ça a généré plusieurs questions, là, mais pourquoi les Inuits signalent, ça, il faudrait aller leur demander. Moi-même, des fois, je suis un peu mystifiée de pourquoi eux-mêmes signalent, mais en même temps, je suis mystifiée, puis en même temps pas. Il n'y a aucun Inuit qui est contre la protection, là. Puis les intervenants sociaux que j'ai rencontrés n'étaient pas contre l'idée d'assurer la protection des enfants. Puis comme dans n'importe quelle société, il y a des enfants qui ont besoin de protection. Donc, j'ai jamais rencontré un Inuit qui était contre cette idée de protection. Ce qui était contre, c'est la manière dont on applique la protection de la jeunesse. Maintenant, comme monsieur disait, ça va vraiment dépendre de qui arrive sur le terrain. Est-ce que c'est un intervenant parce que l'évaluation, en ce moment, c'est toujours les centres jeunesse qui le font, c'est pas la prise en charge de Ouachat, parce que à Ouachat, ils ont la délégation pour la prise en charge des services sociaux en protection de la jeunesse, mais c'est pas eux qui évaluent. Fait que celui qui évalue puis qui arrive sur le terrain, eh bien là, ça va dépendre. Est-ce que c'est un jeune allochtone qui débarque puis qui n'a jamais été dans une communauté? Elle va probablement pas réagir de la même façon que si ça fait quelqu'un qui a établi des liens, qui a déjà travaillé au sein de la communauté. Ça reste... c'est qui le DPJ à l'époque qui va être là? C'est qui le réviseur qui va prendre des orientations? Et du contexte, est-ce qu'on va penser que ces parents-là sont trop vieux? Est-ce qu'on pense que dans cette famille-là, de toute façon, ça consomme aussi? Là, ça reste circonstanciel à chacune des situations, là. Il nous reste peut-être 3 minutes là avant qu'on doive laisser la salle, donc peut-être une question là et puis ensuite je me réserve une question là. En fait, c'est comme commentaire, intervention, question, un mélange des trois. C'est qu'en fait, par rapport à la problématique, M. Gramont proposait probablement une modification du code civil et tout ça, mais c'est encore une fois, c'est l'espèce de clash qu'il va y avoir entre la réalité pour les Blancs. La déchéance parentale, c'est directement lié au rôle du père traditionnel puis de la mère traditionnelle. Puis je ne dis pas non plus que c'est tout beau, tout rose dans les communautés autochtones. On sait que c'est pas des milieux où c'est facile. Puis il y a beaucoup, pour en avoir vu beaucoup, pour en avoir vécu, c'est pas facile d'évoluer dans ces milieux-là. Mais la difficulté provient du fait en fait, c'est qu'on va prendre un système de blanc, en fait, la DPJ, c'est un système qui est ça, on va prendre la DPJ pour aller la mettre dans un milieu autochtone, alors que la réalité n'est pas la même, parce que comme vous avez dit justement, une tante, une amie, une voisine, une grand-mère va être tout autant apte à prendre soin de cet enfant-là, parce que justement, c'est prendre soin d'eux. Alors, pour ces gens-là, il n'y a pas, en fait, pour nous, il n'y a pas cette conception-là de papa, maman est en boisson, donc on change de communauté complète, alors que justement, dans la tante, la voisine qui pourrait être tout à fait apte à prendre âme de cet enfant-là. Puis, moi, j'ai en partie été élevée par les parents, en partie par les grands-parents, puis la tante, puis c'est tout à fait correct, mais en même temps, moi, j'ai évolué dans ce milieu-là, donc c'est sûr que pour moi, c'était acceptable, j'ai évolué là-dedans. Mais encore là, la notion de qu'est-ce qui est acceptable par rapport à qui, puis par rapport au fait, justement, que, en fait, comme M. Gramont dit, c'est la relativité de la notion de l'autorité parentale, je pense qu'il est très introduit un peu dans le système parce que pour nous, ça n'a pas nécessairement la même portée, la même définition. Je suis mêlée dans mes livres, mais pour les autochtones, ça n'a pas nécessairement la même définition que ça pourrait l'avoir, la même portée. C'est clair que pour les Inuits, parce qu'eux, je les connais plus que n'importe quelle autre communauté, la famille n'a pas la même... On ne pense pas la famille de la même façon. Nous, c'est un papa puis une maman, puis c'est les parents biologiques. Bon, la famille, c'est beaucoup plus large, puis c'est souvent les grands-parents qui ont d'abord une grande responsabilité avant même que les parents. Mais ça aussi, ça change, ça évolue. Toutes les sociétés sont en évolution. Mais à partir du moment où il y aura une protection de la jeunesse aux couleurs et des mécanismes qu'eux voudront se donner, par exemple chez les Atikamekw, quand il y a un signalement, quand il y a on pense que santé et développement est compromis, c'est d'abord réglé au niveau de la famille. Quand ça ne va pas, il y a un autre niveau, puis il y a jusqu'à un conseil des aînés. Donc, c'est le conseil des aînés, des gens de la communauté qui sont reconnus comme sages, qui sont capables d'évaluer puis de dire,
Est-ce que cet enfant-là ne serait pas mieux de rester dans cette famille-là parce que de toute façon, il est chez la tante puis que c'est tout à fait convenable? Les gens de la communauté connaissent les limites de leurs membres, là. Même les travailleurs sociaux, pour avoir interviewé des travailleurs sociaux et nous, il y en a beaucoup qui marchent, bon, peut-être pas les tout nouveaux qui débarquent, là, mais ceux que ça fait 10-15 ans qui sont intervenants sociaux là, il y en a qui les connaissent, là. Ils savent, hein, parce que j'en ai une, Nadine, qui me disait un jour, tu sais, la vie, c'est la vie qui donne les moyens à plein de jeunes, puis au final, on se rend compte que les jeunes, bien, ils sont pas pires que d'autres, puis que la vie leur a donné la leçon, puis que c'est pas, tu sais, les enfants ils sont placés, mais au bout de la ligne, après 10-15 ans, on se rend compte que c'est pas si pire que ça, tu sais. Mais ils connaissent le milieu. Quand on est complètement de l'extérieur, on ne peut pas peser le poids de on laisse-tu un enfant là ou on le laisse pas là. Si on est de la communauté, on a plus de... Même pour les enfants québécois, c'est une pratique. Souvent, la DPJ vont regarder est-ce que c'est possible de laisser dans son milieu familial. C'est quelque chose qui est connu du milieu québécois aussi. C'est mais si on est capable de le laisser chez la tante parce qu'elle est pas, et là, c'est perçu comme légalement correct. Alors que dans une autre situation, puisqu'il n'y aura pas nécessairement d'intervention. Bien, je pense que des fois, en contexte autochtone, on a des préjugés sur la possibilité de les laisser dans leur milieu, alors que chez les non-autochtones, on va le faire. Mais en même temps, ça aussi, ça varie d'une communauté à l'autre. Il n'y a pas beaucoup de placements, par exemple, à Kidigandibi, il y a à peu près 30 dossiers en protection de la jeunesse. Pour une même communauté, les Inuits, il y en ont 180. Donc, il y a aussi des façons différentes, l'attitude de la protection de la jeunesse, des intervenants, des liens qui se sont créés. Chaque société a ses particularités, là, mais il y avait toi qui avais une dernière question. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est après, justement, en fait, cette question-là, c'est surtout depuis les changements à la loi sur la protection de la jeunesse, que maintenant, les intervenants sont obligés d'abord d'examiner la possibilité de laisser l'enfant dans la famille élargie. Donc, ça, c'est en premier, donc si l'enfant ne peut pas rester dans le milieu familial, c'est ensuite dans la famille élargie. Donc est-ce que c'est une question justement de préjugés, donc se dire que bon, il doit quand même examiner la situation, mais donc dans cette maison-là, bon, il y a déjà 8 enfants, dans cette maison-là, bon, la grand-mère est trop vieille, etc. Et qu'on considère qu'ils ne sont pas capables. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est évidemment, comme je m'intéresse à l'enfant et la recherche par rapport à l'enfant, est-ce que vous avez entendu des récits d'enfants, donc par les enfants, pas seulement des adultes qui racontent leur expérience quand ils étaient enfants? Parce qu'évidemment, bon, on essaye d'éliminer les filtres culturels, mais on a aussi des filtres générationnels. Oui. Ouais. Bien, ce serait un super terrain de recherche pour un étudiant. J'ouvre la porte. Non, mais oui, d'aller interviewer des jeunes enfants, ça pourrait être intéressant. En même temps, bon, c'est plus complexe sur les questions éthiques, là, mais oui, ce serait très intéressant. Ça, c'est pour ta deuxième question. La première question, la loi sur la protection a été changée. Là, oui, bon, en fait, c'est une question qui nous préoccupe, et même chez les Inuits, là, et c'est l'objet d'une autre demande de subvention et d'un projet qui s'en vient, où on va aller étudier la trajectoire de tous les enfants qui ont été en protection de la jeunesse chez les Inuits au cours des 10 dernières années. Parce que la loi, ce qu'elle dit depuis 10 ans, c'est qu'on devrait d'ailleurs maintenir les enfants d'abord dans leur milieu où ils sont à l'origine, après ça dans la famille élargie, et s'il n'y a vraiment aucune possibilité, un plan de vie plus permanent. Et là, bon, sauf que les Inuits ont l'impression que finalement, même si cette loi-là dit ça, au bout de la ligne, il y a encore autant d'enfants qui sont placés à l'extérieur. On saisit mal, on comprend mal les enjeux, puis pourtant, ce sont des acteurs qui sont dedans chaque jour. Et on s'est dit qu'on irait faire une étude de cas. C'est le prochain projet où on va aller étudier plus en détail qu'est-ce qui arrive à ces enfants-là, quelles décisions on a prises, sur quelle base, et puis est-ce que vraiment les enfants sont plus stables, ou est-ce qu'on atteint un certain niveau de stabilité comme la loi voudrait le laisser en tête. S'il y a eu un changement, s'il y a eu une différence dans la pratique ou pas. Oui. Alors, c'est quelque chose je n'ai pas la réponse pour toi, mais peut-être dans 2-3 ans, hein, tu me réinviteras. OK. Merci. On doit quitter la salle, n'est-ce pas? Donc, merci beaucoup, Christiane. C'est moi qui vous remercie.